Il m'a donné un comprimé que je ne reconnaissais pas, et je l'ai avalé parce que mes mains tremblaient déjà trop pour protester. Je me souviens de son regard, calme comme de l'eau stagnante, quand il a posé le verre d'eau devant moi. Madeleine, ça va t'aider à te détendre. J'ai hoché la tête comme une vieille femme qui ne sait plus discuter, mais à l'intérieur, quelque chose s'est cassé. Je n'ai jamais aimé dépendre de qui que ce soit, encore moins d'un homme qui n'est pas mon sang. Pourtant, ce soir-là, je me suis laissé faire, comme si le simple fait d'être fatiguée donnait aux autres le droit de disposer de moi. Le goût du comprimé était amer. Pas l'amertume franche des médicaments ordinaires, non, une amertume sourde, huileuse, qui s'accroche au fond de la gorge. J'ai senti ma tête devenir lourde. Ma parole s'est éloignée de moi, comme si elle flottait juste hors de portée. Thomas parlait à Élise dans la cuisine. Je les entendais sans comprendre vraiment. Ma fille lui disait qu'elle s'inquiétait, qu'il fallait que je me repose davantage, et lui répondait avec cette douceur fausse qui, je le vois maintenant, n'était qu'un masque. Ta mère est nerveuse ces derniers temps. Je l'aide un peu, voilà tout. J'aurais voulu crier que je n'avais rien demandé, que je n'étais pas un meuble encombrant à calmer, mais les mots restaient y coincés. Je pensais que c'était la fatigue, l'âge, peut-être la pluie de novembre qui me traversait les os depuis des semaines. Mais quand j'ai voulu me lever, mes jambes ont tremblé, pas de vertige, pas de malaise, juste un brouillard, comme si on avait tiré un rideau entre moi et le monde. Je suis rentrée chez moi 20 minutes plus tard. Je me suis assise dans mon vieux fauteuil en velours bleu, celui que mon mari avait choisi. La lumière de la lampe ne me réchauffait pas. J'ai essayé de lire l'étiquette de ma boîte habituelle de médicaments. Les lettres dansaient. J'avais l'impression d'avoir bu un verre de trop, ce qui ne m'était plus arrivé depuis des décennies. Je me suis demandé si j'avais déjà pris quelque chose avant le dîner. Je me suis demandé si j'avais oublié. C'est comme ça que ça commence, tu sais. On doute de soi, puis on laisse les autres avoir raison. J'ai fermé les yeux. L'effet du comprimé s'était tiré comme une ombre longue. Des pensées floues revenaient, repartaient, bousculées par cette fatigue inhabituelle. Et dans cet état trouble, une idée s'est imposée, d'abord timide, puis obstinée. Ce que Thomas m'avait donné n'était pas mon traitement habituel. Je connaissais mes boîtes par cœur, mes dosages, mes couleurs. Une vie entière à gérer des pilules pour d'autres, en tant qu'infirmière, ça laisse des réflexes. Et ce comprimé-là, je ne l'avais jamais vu. Je suis restée longtemps à écouter les bruits de ma maison, comme pour vérifier qu'elle ne me glissait pas entre les doigts. Le frigo murmurait, l'horloge battait, tout semblait normal, mais ce qui se passait en moi ne l'était pas. Je sentais ma pensée ralentir, devenir lourde, comme si quelqu'un appuyait sur un interrupteur invisible. Quand je me suis enfin levée pour aller boire un verre d'eau, mes pieds traînaient, et puis j'ai vu mon reflet dans le miroir de l'entrée. Mes yeux étaient plus ternes que d'habitude, comme lavés de leur inquiétude. Une expression calme, presque trop. Une expression qui n'était pas la mienne. « Il veut juste que tu te reposes », m'a dit ma petite voix intérieure, celle que j'avais écoutée toute ma vie. Mais une autre voix, plus basse, plus grave, s'est glissée derrière, celle que j'avais oubliée depuis longtemps, celle qui disait « Non, quelque chose ne va pas. On ne t'endort pas sans raison. » Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que si je ne faisais rien, je disparaîtrais doucement, comme une photo laissée au soleil. Je me suis réveillée ce matin-là avec la sensation d'avoir dormi dans une brume. Pas une fatigue ordinaire, non, une lourdeur sourde, derrière les yeux, comme si quelqu'un avait éteint la moitié de ma tête pendant la nuit. J'ai d'abord cru que j'avais oublié de prendre mes médicaments habituels. Mais quand j'ai regardé la petite boîte en plastique posée sur la table de nuit, toutes les cases étaient pleines, bien rangées comme je les avais préparées la veille. Je n'avais rien oublié. C'était autre chose. Je suis restée assise un moment, les mains posées sur mes genoux. Les choses simples, enfiler mes chaussons, ouvrir les volets, me demandaient un effort disproportionné. Une pensée m'a traversée, c'est donc ça vieillir. Mais elle s'est effacée aussitôt. Non, je connaissais mon corps, je savais reconnaître la fatigue normale. Ce que je sentais, c'était artificiel, étranger, comme si on avait débranché mes forces sans me prévenir. Dans la cuisine, je me suis surprise à chercher le sucre dans le mauvais placard. Ensuite, j'ai ouvert le frigo sans savoir ce que j'étais venue y prendre. Ces petits gestes ratés, je les ai notés mentalement. Je les ai observés comme je le faisais autrefois en salle de soins. Pas de panique, juste de l'attention. Mais un détail m'a glacée. La boîte de médicaments que j'utilisais depuis des années avait été déplacée de son emplacement habituel. Pas beaucoup, à peine quelques centimètres, mais assez pour que mes doigts le sentent avant mes yeux.
Je me suis assise à la table, le cœur battant trop vite pour une femme de mon âge. J'ai repensé au comprimé de la veille, ce goût amer, cette chaleur molle derrière le front. J'ai essayé de me souvenir de la couleur exacte. Blanche? Beige? Ma mémoire m'échappait comme du sable entre les doigts. J'ai eu peur, une peur calme, mais solide, lourde, la peur de ne plus me reconnaître, de glisser sans m'en rendre compte vers un état où je n'aurais plus le droit de dire non. Plus tard, Élise m'a appelée, sa voix douce, rapide, distraite. Maman, tu vas mieux aujourd'hui? Thomas m'a dit que tu étais très tendue hier soir. Je suis restée silencieuse un instant, cherchant mes mots. Elle a répété maman, comme si mon silence confirmait ce que Thomas lui avait insinué depuis des semaines. Ah, je suis fatiguée, ai-je fini par dire. Pas un mensonge, pas vraiment la vérité. Elle a soupiré, convaincue. Il faut que tu te reposes davantage. Thomas est inquiet pour toi, tu sais. Ce qu'elle ne voyait pas, ce qu'elle ne voulait peut-être pas voir, c'est que son inquiétude à lui ne ressemblait pas à l'amour. C'était autre chose. Un contrôle déguisé en gentillesse. Après son appel, j'ai commencé à faire le point. Je ne pouvais plus juste ressentir les choses. Il fallait comprendre, structurer. Voilà ce que mon métier d'infirmière m'avait appris. Quand le corps envoie des signaux incohérents, il faut les noter. Alors j'ai pris un cahier dans le buffet du salon. Un cahier que je n'utilisais jamais, acheté un jour de pluie sans savoir pourquoi. Et j'ai écrit date, heure, symptômes, état avant le dîner, état après le comprimé, changement dans la boîte de médicaments, trouble de mémoire. Mes mains tremblaient légèrement, mais écrire me faisait du bien. Je retrouvais quelque chose que personne ne pouvait me voler, ma lucidité. En fin d'après-midi, j'ai regardé ma montre et j'ai réalisé que j'avais manqué mon rendez-vous chez le cardiologue. Je n'avais jamais manqué un rendez-vous médical, jamais, pas en 40 ans de travail, pas en 20 ans de retraite. J'ai senti mes joues se chauffer, une colère froide monter en moi. Ce n'était pas un simple oubli, ce n'était pas l'âge. C'était la conséquence directe de ce que j'avais avalé hier soir. J'ai essayé d'appeler le cabinet. La secrétaire a répondu d'une voix pressée. Je me suis excusée, j'ai demandé un nouveau rendez-vous. Elle a proposé une date dans 3 semaines. Trop tard pour comprendre ce qui se passait vraiment dans mon corps. J'ai raccroché avec une sensation d'échec que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. En fin de journée, Thomas m'a envoyé un message. Je n'aime pas la manière dont il s'adresse à moi par écrit. Trop familière, trop directive. On passe demain, Élise veut voir comment tu vas. Prends tes médicaments ce soir, d'accord? Cette injonction courte, appuyée sur le ton de la sollicitude, m'a donné un frisson de rejet. Je me suis assise près de la fenêtre. Le soir tombé, les ombres s'étiraient sur le jardin. Et j'ai pris une décision silencieuse, une décision qui n'appartient qu'aux vieilles femmes qu'on croit faibles. Ce soir, je ne prendrai rien, rien du tout. Je veux savoir comment je me sens sans intervention extérieure. Je veux sentir ce qui reste de moi. J'ai posé mes 2 médicaments habituels sur la table. Je les ai regardés longtemps. Puis, je les ai glissés dans ma poche. Je me suis servi un verre d'eau et je l'ai bu lentement. Juste de l'eau, juste moi. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de la clarté revenir, fragile mais bien réelle. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube, comme autrefois quand je commençais mes journées à l'hôpital. Mais cette fois, ce n'était pas l'habitude qui m'avait tirée du lit. C'était une sensation oubliée. Ma tête était claire. Pas parfaitement, pas comme à 50 ans, mais nette. Je le savais immédiatement. Le sommeil avait été moins profond, moins collant, et mes pensées se déplaçaient sans s'entrechoquer. Le simple fait de respirer ne me demandait plus un effort. J'ai posé mes pieds au sol avec prudence, consciente de chaque geste, puis je me suis dirigée vers la cuisine. Comme on franchit la frontière entre un monde et un autre, je me suis préparé un café. L'arôme m'a fait du bien. J'avais évité le café ces derniers jours parce que mon cœur battait trop vite, ce qui n'était pas normal, pas avec mon traitement. Mais ce matin-là, mon cœur battait d'une manière qui m'appartenait. J'ai souri, un sourire discret, presque étranger sur mon visage. Je me suis dit que ce n'était peut-être qu'une coïncidence, qu'une bonne nuit, et pourtant, je savais mieux que ça. Quand on vit longtemps, on reconnaît les nuances de son propre corps. Ce genre de clarté ne revient pas par hasard. En regardant la pendule, j'ai réalisé que Thomas et Élise arriveraient dans moins de 2 heures. Cette pensée m'a coupé le souffle, non pas de peur, mais d'une forme de vigilance nouvelle. Je ne devais rien laisser paraître, pas la moindre suspicion, pas le moindre changement.
Les gens comme Thomas repèrent vite les interstices par lesquels le contrôle leur échappe. J'ai passé un long moment devant le miroir de la salle de bain. Je me suis coiffée lentement. J'ai mis un peu de crème sur mon visage. Puis j'ai enfilé un chemisier propre, même s'il n'y avait aucune occasion particulière. Je voulais être moi-même, pas l'ombre fragile qu'il pensait façonner. Je me suis regardée droit dans les yeux. Ils étaient moins ternes que la veille, moins perdus, ils étaient encore là. Juste avant leur arrivée, j'ai pris le cahier où j'avais noté mes symptômes. J'ai ajouté ce que je ressentais ce matin. Absence de brouillard, coordination normale, aucune somnolence, début de mémoire plus stable. J'ai écrit lentement, avec méthode. Je savais que ce cahier deviendrait important, peut-être crucial. Quand la sonnerie a retenti, j'ai ressenti cette petite secousse nerveuse que j'essaye toujours de cacher. J'ai ouvert la porte. Élise m'a embrassée sur la joue. Elle avait les yeux fatigués de quelqu'un qui vit trop vite pour remarquer ce qui se passe autour. Thomas, derrière elle, m'a adressé son sourire habituel, celui qui ressemble davantage à une évaluation qu'à une salutation. Tu as meilleure mine aujourd'hui, a dit Élise. J'ai répondu calmement: j'ai dormi. Thomas m'a observé trop longtemps comme on observe quelque chose qu'on croyait avoir brisé. Vous avez pris vos médicaments hier soir, Madeleine? Il a posé la question sans lever les yeux de mes mains. Je les ai aussitôt glissés derrière moi, non pas par culpabilité, mais par instinct. Ce genre de détail ne doit jamais leur être offert. Oui, oui, ai-je murmuré. Je n'ai pas menti souvent dans ma vie, pas sérieusement, mais ce petit mensonge-là avait le goût d'une victoire silencieuse. Nous sommes passés au salon. Élise a commencé à raconter des banalités. Travail, collègues, réunions, petites frustrations. Je la regardais parler avec tendresse, même si ses mots ne semblaient m'avoir pas touché le sol. Thomas restait silencieux. Son regard traînait sur les meubles, les objets, puis sur le buffet où je rangeais mes médicaments. Je l'ai vu noter sa position. Sa mâchoire s'est serrée légèrement. Tu sembles différente aujourd'hui, a-t-il fini par dire. C'était presque un reproche. Différente? Je ne crois pas. Ma voix était douce, un peu trop peut-être. Je sentais la prudence danser derrière chaque syllabe. Il s'est approché du buffet, a ouvert sans demander. Je veux juste vérifier que vous n'oubliez rien. Sa main a effleuré mes boîtes. J'ai senti mon cœur se tendre comme un fil de couture trop tiré. Ah, j'ai tout pris comme d'habitude, ai-je dit. Il a refermé la porte du buffet, mais son expression avait changé. Une tension froide, légère mais visible. Il avait compris quelque chose. Pas tout, mais assez pour sentir que je n'étais plus exactement docile. Élise n'a rien vu. Elle parlait encore de ses projets, de ce week-end où il voulait pas partir en Normandie. Sa voix remplissait la pièce comme un papier peint. Quand ils sont partis, j'ai attendu que le bruit de leur voiture s'éloigne. Puis je me suis assise dans mon fauteuil. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse, de lucidité. Je venais de recevoir ma première confirmation. Thomas voulait savoir ce que je prenais parce qu'il savait que quelque chose dépendait de ma confusion. Je me suis penchée pour ouvrir le tiroir du buffet. Là, sous les torchons, j'ai glissé les 2 comprimés que je n'avais pas pris hier, encore enveloppés dans un mouchoir. Je les ai regardés longtemps. Ils me semblaient presque vivants, comme 2 petits morceaux de vérité prêts à parler. Puis j'ai écrit dans mon cahier: Thomas a vérifié les boîtes. Il surveille. Ne pas oublier. Ne rien avaler devant lui. Je me suis arrêtée ensuite, la plume suspendue au-dessus du papier. Une phrase m'est venue, toute droite, lucide, sans trembler. Si je perds ma tête, ce ne sera pas par accident. Le surlendemain, Élise m'a appelée tôt le matin. Sa voix était plus basse que d'habitude, comme si elle cherchait à dire quelque chose sans vraiment oser. Maman, on passe ce soir, d'accord? Thomas pense que ce serait bien de vérifier ton traitement. Tu sais, pour éviter les oublis. Ce mot-là, oubli, a résonné dans ma poitrine comme un coup de couteau émoussé. Il ne fait pas mal d'un seul coup, mais il entame ce qu'il touche. J'ai accepté. Comme toujours, j'ai raccroché, puis je me suis assise à la table de la cuisine. Le jour n'était pas encore levé. Le carreau de la fenêtre était froid sous mes doigts. Je me suis surprise à murmurer: Tu exagères, Madeleine. Je me le disais rarement à moi-même. Mais cette fois, le doute m'effleurait. Peut-être que j'interprétais trop, peut-être que tout cela n'était qu'une suite de mauvaises coïncidences. Puis je me suis rappelé le goût du comprimé inconnu, le déplacement de ma boîte, l'état de ma tête après l'avoir ingéré, la clarté revenue depuis que je refusais de toucher à quoi que ce soit sans le vérifier. Les doutes se sont évanouis comme une brume au soleil. Vers midi, je suis allée marcher un peu.
Mon médecin m'avait conseillé de m'aérer quotidiennement et j'ai toujours suivi les recommandations médicales quand elles étaient raisonnables. L'air était frais, pas froid, le vent discret. Je marchais lentement mais avec une forme d'assurance que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les arbres le long de la rue remuaient doucement. Rien ne semblait hostile dehors. C'était à la maison que l'ombre grandissait. Je me suis arrêtée devant la boulangerie où j'allais depuis 30 ans. Vous n'êtes pas venu depuis quelques jours, m'a dit la jeune vendeuse. Elle avait cette gentillesse simple des gens qui observent sans juger. Je lui ai répondu que j'avais été fatiguée. Elle m'a donné une baguette encore chaude en souriant. Ce genre de chaleur humaine, même minime, me rappelait que je n'étais pas encore invisible. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé un message vocal de Thomas. Une voix douce, presque mielleuse. Madeleine, pensez bien à prendre vos médicaments avant ce soir. On doit vérifier que tout est en ordre. Vérifier, pas aider, pas s'assurer, vérifier. Ce mot-là n'est jamais tendre dans la bouche d'un homme comme lui. La journée a passé lentement. Je me suis forcée à rester occupée. Un peu de couture, un peu de rangement, mais mes pensées revenaient toujours au même endroit. La petite inquiétude d'Élise, pas la vraie, celle qui vient du cœur. Non, celle glissée dans ses mots par quelqu'un d'autre. Comme si on lui soufflait que je devenais fragile. Comme si ma fille commençait doucement à glisser du côté où on me regarde de haut. Le soir venu, quand ils ont sonné, j'ai ouvert la porte avec la même expression calme que d'habitude. J'ai appris depuis longtemps que c'est le calme qui déstabilise le plus les gens pressés. Élise m'a embrassée. Elle sentait son parfum habituel, celui aux notes de jasmin que je lui avais offert à Noël il y a 2 ans. Elle ne s'est pas attardée. Elle a laissé Thomas entrer le premier. Il avait déjà ce regard d'homme qui s'apprête à organiser quelque chose dans une maison qui n'est pas la sienne. On va regarder tes traitements ensemble, a-t-il dit. Il parlait comme on parle à un enfant qui pourrait renverser un verre d'un moment à l'autre. Je me suis assise. Il a ouvert le buffet, sans même un regard pour moi, comme s'il en avait reçu l'autorisation un jour et qu'il s'en souvenait mieux que moi. Il a sorti toutes les boîtes et les a alignées sur la table. Élise observait, les bras croisés, l'air soucieux mais un peu absenté, comme si elle se tenait à distance de sa propre vie. Tu vois, maman, c'est plus simple si Thomas t'aide, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Je les ai regardés faire, lui qui lisait chaque étiquette avec trop d'attention. Elle, qui hochait la tête, comme si elle devait croire en quelque chose pour ne pas le perdre. Puis Thomas a pris ma boîte hebdomadaire, l'a ouverte et a regardé l'intérieur. Tu n'as rien pris hier soir, a-t-il dit d'une voix neutre. J'ai senti mes doigts se resserrer sur le bord de la chaise. Il ne regardait pas les cases. Il me regardait moi. J'ai oublié, ai-je dit. Il a souri. Un sourire mince, froid, satisfait. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il a choix attrapé une boîte dont je ne reconnaissais pas l'emballage. Celles-ci t'aideront à rester calme. Je vais les ajouter à ton traitement. J'ai levé les yeux vers lui, lentement, sans colère, sans peur, juste avec cette lucidité récente qui coupait comme un fil bien aiguisé. Non, ai-je dit. Élise a sursauté. Thomas s'est figé. Il m'a regardé comme si un meuble venait de lui parler. Comment ça, non? Je ne prends rien dont je ne connais pas l'origine. Le silence s'est étendu, lourd, presque palpable. Élise a rougi comme une enfant prise entre deux adultes. Thomas m'a observé longuement, un pli dur au coin de la bouche. Puis il a posé la boîte sur la table avec un peu trop de force. Tu exagères, Madeleine, c'est pour ton bien. Cette phrase, prononcée avec cette certitude froide, s'est logée dans un coin de ma mémoire. Définitivement, je n'ai pas répondu. Parfois, le silence est la seule vérité qu'on peut offrir. Quand ils sont partis, j'ai fermé la porte doucement et je me suis dit, ils ne me sous-estiment plus. C'est une bonne chose et une mauvaise. Le lendemain, j'ai passé la matinée assise à ma table, le cahier ouvert devant moi, la lumière entrait à peine par les rideaux et je n'ai pas allumé la lampe. J'avais besoin de cette demi-obscurité pour réfléchir. J'ai relu mes notes une par une, les jours, les symptômes, les interventions de Thomas. Tout prenait forme, comme une trame qu'on voit seulement quand on se recule de quelques pas. Ce n'était plus une impression diffuse, ce n'était plus un doute, c'était une suite d'événements cohérents, presque trop cohérent pour être innocent. J'ai reposé le cahier, puis je suis passée dans la chambre. Dans la commode du bas, sous mes foulards, j'ai sorti une petite boîte en métal où je gardais encore des aiguilles, des boutons, des ciseaux, les affaires de couture que je n'utilisais presque plus. J'ai soulevé le couvercle,
J'ai mis dedans, lentement, les comprimés que j'avais récupérés, emballés dans leur mouchoir. Je les ai glissés dans un coin, sous les bobines. C'était un geste simple, mais j'ai senti un étrange mélange de peur et de fierté. Ces comprimés, c'était ma première preuve. Pas une preuve pour la justice, pas encore. Une preuve pour moi-même. Pour me rappeler, les jours où je douterais, que ce que j'avais ressenti n'était pas une invention d'une vieille femme anxieuse, mais un fait. J'ai refermé la boîte et l'ai replacée exactement comme avant. Les gens qui cherchent à contrôler les autres savent repérer les changements infimes. Je l'ai appris à mes dépens. Je me suis ensuite installée dans le salon et j'ai commencé à trier mes papiers. Pas comme on range sa vie par nostalgie, non, comme on prépare quelque chose. Le dossier médical, les ordonnances, les comptes rendus d'examen, les attestations de mon médecin traitant. Je notais tout, je classais, je relisais. Une méthode froide, presque professionnelle. Ma formation revenait à moi comme un vieux chien fidèle qu'on croyait perdu. Vers midi, on a frappé à la porte. J'ai sursauté. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Thomas, mais en ouvrant, j'ai découvert Jeanne, ma voisine. Une femme de 70 ans, toujours vive, toujours bien mise, avec cette franchise que seuls les vieux savent manier sans être blessants. Tu as une drôle de tête, Madeleine, a-t-elle dit en posant un petit sac sur la table. C'était 3 pommes de son jardin. Je lui ai répondu que j'étais fatiguée. Je ne mens pas bien, mais elle n'a rien insisté. Elle s'est assise, a lissé sa jupe, puis m'a regardée longuement. L'autre soir, j'ai entendu ton gendre hausser le ton. Je me suis tendue. Pas par peur qu'elle sache, par peur d'être vue dans ma vulnérabilité. Il y a une honte silencieuse à être maltraitée, même légèrement, même sous couvert de douceur. Ce n'était rien, Jeanne, juste une conversation. Elle a plissé les yeux. Je suis peut-être vieille, Madeleine, mais je ne suis pas idiote. Il ne te parle pas comme il devrait. Elle a marqué une pause. Et puis, tu n'étais pas très toi-même ces derniers jours. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas la force. Alors elle a soupiré et a posé sa main sur la mienne, une main chaude, ferme, presque maternelle. S'il y a quelque chose, tu m'en parles, d'accord? On ne doit jamais faire face à ce genre de choses seule. Ce genre de choses. Elle ne savait pas vraiment ce qui se passait, mais elle avait senti. Les intuitions des femmes âgées sont des boussoles qu'on devrait écouter plus souvent. Elle est repartie une demi-heure plus tard. Quand j'ai refermé la porte, je suis restée immobile un long moment. Son inquiétude m'avait touchée, mais aussi réveillée. Si une voisine avait remarqué quelque chose, c'est que la situation n'était plus seulement une sensation intime. Elle se voyait de l'extérieur. L'après-midi, j'ai continué de travailler sur mes preuves. Ce mot me semblait encore un peu trop fort, trop judiciaire. Je préférais penser que je rassemblais mes repères, ma mémoire, mes faits. J'ai sorti la boîte d'emballages médicaux que je conservais toujours, une vieille habitude. Et là, en comparant les comprimés que j'avais trouvés à ceux de mes ordonnances, la différence sautait aux yeux. Formes différentes, reliefs différents, pas la même marque, pas la même couleur sous la lumière, pas mes médicaments. Je les ai photographiés, 3 fois chacun, sous plusieurs angles, avec la date écrite sur un papier à côté. Tout cela, je le faisais avec un calme presque médical, même si mes mains tremblaient parfois. Quand la nuit est tombée, je me suis assise dans mon fauteuil. Je me suis couverte d'un plaid. Et je me suis rendu compte que, depuis plusieurs jours, quelque chose avait changé en moi. Je n'attendais plus que les choses s'arrangent. Je savais qu'elles ne s'arrangeraient pas. Je savais que Thomas irait plus loin. Il avait déjà commencé. Mais moi aussi, j'avais commencé quelque chose. Pas une révolte, pas une vengeance, une préparation. Dans mon cahier, j'ai écrit « Je ne suis plus dans le brouillard, je vois clair, et j'agirai en conséquence ». Puis j'ai ajouté, juste après, « Demain, je prendrai rendez-vous chez un notaire ». Parce qu'une vieille femme qu'on tente d'apaiser, contre son gré, n'a pas seulement besoin de courage, elle a besoin de stratégie. Le lendemain matin, j'ai bu mon café plus lentement que d'habitude. Pas par fatigue, non, par réflexion. Pendant des jours, j'avais noté, observé, assemblé des fragments. Mais il me manquait une chose essentielle. Mettre un cadre autour de tout cela, une protection silencieuse, solide, incontestable. J'ai longtemps hésité. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro du notaire qui m'avait aidé après la mort de mon mari. Maître Le Floch, bonjour. Sa voix était la même que dans mon souvenir, posée, légèrement grave, avec ce professionnalisme tranquille qui ne juge jamais.
Je me suis présentée, il a immédiatement reconnu mon nom. Bien sûr, Madame Lambert. Que puis-je faire pour vous? Je suis restée quelques secondes sans parler. Les mots avaient du mal à franchir le seuil de ma gorge. Pas par peur, par pudeur. On n'a jamais l'habitude de demander de l'aide dans ces domaines-là, surtout pas à mon âge. J'aimerais revoir mes dispositions, mon testament, mes documents et d'autres choses. Il a marqué un silence respectueux, ce silence qui dit je comprends et je n'insisterai pas avant que vous ne soyez prête. Je peux vous recevoir à 15 heures. Oh ben, cela vous conviendrait? Oui, merci. J'ai raccroché. Mes mains étaient froides. Le rendez-vous n'était que dans quelques heures, mais j'avais l'impression que la journée entière venait de basculer. Comme si un simple coup de fil avait déplacé quelque chose de lourd, très lourd en moi. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai pris mon dossier de papier. Je l'ai préparé comme on prépare une trousse avant une opération, calmement, méthodiquement, sans rien oublier. Le certificat médical de l'année dernière, les ordonnances, les analyses, les copies de mes relevés bancaires. J'ai glissé mon cahier dans le sac, même si je n'étais pas encore sûre de vouloir le montrer. Certaines vérités ont besoin d'être dites seulement au bon moment. Avant de partir, je me suis arrêtée devant le miroir. J'ai remis une mèche derrière mon oreille. Je me suis dit que j'avais l'air de quelqu'un qui va annoncer quelque chose d'important, mais que personne ne prendra vraiment au sérieux. C'est ça, être vieille. On parle, on explique, et souvent on vous écoute avec cette tendresse condescendante qui annule vos mots avant même qu'ils ne soient reçus. Mais Maître Le Floch n'était pas ainsi. Je le savais, l'air était froid dehors, presque sec. La marche jusqu'à l'étude m'a fait du bien. Je sentais mes pas solides, posés, comme s'ils appartenaient à une femme qui n'avait plus envie de s'excuser d'être là. L'étude n'avait pas changé. Les boiseries sombres, l'odeur de cire, les grandes fenêtres qui laissaient entrer une lumière pâle. Quand le notaire est apparu, il m'a souri avec une courtoisie sincère. Entrez, madame, prenez votre temps. Je me suis assise. Il m'a laissé respirer, ajuster mon sac, poser mes papiers, puis il a dit doucement dites-moi ce qui vous amène. Je n'ai pas raconté tout de suite. J'ai parlé de mon testament d'abord, parce que c'était le plus facile. Je lui ai expliqué que je voulais le revoir, que certaines choses avaient changé, que je voulais protéger mes biens, mes choix, ma volonté. Il a hoché la tête. C'est très sage. Puis il a ajouté vous savez, il n'est jamais trop tôt pour formaliser vos intentions. Et parfois, il n'est pas trop tard non plus. Sa phrase m'a touchée. Je me suis sentie moins seule. Alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert mon cahier, lentement, comme si j'ouvrais une porte que je gardais verrouillée depuis trop longtemps. Maître, il se passe quelque chose. Je ne suis pas sûre de tout comprendre encore, mais j'ai peur qu'on essaie de m'affaiblir ou de me faire perdre ma capacité. Il n'a pas eu un geste, pas un clignement d'œil. Il a simplement posé son stylo. Qui? Mon gendre, ai-je murmuré. Les mots étaient bordants, ont été sortis plus doucement que je ne l'avais prévu. Mais une fois prononcés, ils ne faisaient le plus mal. Ils étaient beaux juste vrais. Je lui ai montré les comprimés, les photos, certaines notes. Il a tout regardé avec une attention minutieuse, professionnelle, mais sans froideur. Quand il a relevé les yeux, il avait cette expression particulière de ceux qui prennent soudain la situation très au sérieux. Vous avez bien fait de venir. Sa voix n'avait plus de nuance neutre. Elle était ferme, presque protectrice. D'abord, nous allons mettre vos biens sous contrôle exclusif, sans possibilité pour quiconque d'intervenir sans votre accord explicite. Ensuite, nous allons rédiger une mise à jour complète de votre testament, avec des clauses empêchant tout abus. Je l'écoutais, je respirais plus calmement. Et enfin, madame? Il a pris une courte pause. Je vous conseille de consulter un avocat, pas pour attaquer, pour vous protéger. Tant que vous êtes lucide, et vous l'êtes, très clairement, tout doit être fait maintenant. J'ai senti mes yeux me brûler, mais je n'ai pas pleuré, pas devant lui. Il a ajouté vous n'êtes pas seul. Quand je suis sortie de l'étude, le froid m'a saisi aux joues, mais je ne l'ai presque pas senti. J'avais l'impression d'avoir avancé d'un pas immense, même si l'extérieur du monde, lui, n'avait pas bougé d'un millimètre. En rentrant chez moi, j'ai fermé la porte doucement et j'ai posé ma main sur le bois. Une pensée s'est formée, simple et droite. Je ne suis plus en train de subir, je suis en train d'agir. Et ça, à mon âge, c'est déjà une victoire. Le lendemain, je me suis réveillée avec la sensation d'être revenue dans mon propre corps. Mes mains répondaient bien,
Ma tête aussi. Le simple fait d'ouvrir les yeux ne me demandait plus un effort disproportionné. Et cette clarté-là, elle faisait naître une forme de courage que je n'avais plus ressenti depuis la mort de mon mari. Je suis restée quelques minutes assise sur le bord du lit, puis j'ai pensé à ce que maître Le Floch m'avait conseillé, consulter un avocat. Pas pour me battre, pour me protéger, pour laisser des traces, pour que ce qui se passait ne se perde pas dans le brouillard où Thomas essayait justement de me pousser. Mais avant tout cela, il me fallait affronter ma journée. Je savais que Thomas repasserait bientôt. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Les gens comme lui n'aiment pas perdre leur terrain. Ils reviennent toujours vérifier où en est leur pouvoir. Je me suis levée lentement. J'ai préparé mon petit déjeuner. Un thé, 2 tartines. Et puis je me suis assise près de la fenêtre. Le matin était gris, mais calme. Un calme trompeur, comme une pause juste avant qu'une chose bascule. À 11 heures, on a frappé. Une seule fois, fort, comme quelqu'un qui n'attend pas l'invitation pour entrer. Je le savais avant même d'ouvrir. Thomas. Quand j'ai tourné la poignée, il était déjà en train de faire un pas à l'intérieur, sans même attendre mon geste. Il portait ce sourire courtois, mais son regard filait derrière moi, vers la cuisine, vers le meuble où je rangeais mes médicaments. Son regard disait la vérité que sa bouche ne dirait jamais. Je passais dans le quartier, a-t-il murmuré, comme si le mensonge n'avait même pas besoin d'être crédible. Je me suis écartée juste assez pour qu'il comprenne qu'il n'était pas chez lui. Pas tout à fait, pas encore. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Madeleine? Sa voix avait cette douceur presque trop parfaite, celle qu'on utilise pour calmer un enfant qui pleure ou un animal apeuré. Bien, ai-je répondu. Rien de plus. Il m'a observé quelques secondes, ses yeux se plissant légèrement. Je savais qu'il cherchait les signes habituels, le regard flou, la lenteur, la confusion. Mais ce matin-là, tout était clair en moi, et cette clarté le dérangeait. Je l'ai senti physiquement. Il s'est avancé vers la table où se trouvait ma boîte hebdomadaire. Je l'avais laissée là, exprès, ouverte, vide, puisque je ne prenais plus que mes propres doses. Il a jeté un œil rapide et a refermé la boîte avec un claquement sec. « Vous n'avez rien pris ce matin, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Ouais, j'ai pris ce que j'avais à prendre, ai-je répondu. Le silence qui a suivi m'a frappé en plein ventre, un silence pesant, chargé, comme s'il calculait la suite. Il s'est approché d'un pas. Trop près, je n'ai pas reculé. Vous savez, il a posé sa main sur le dossier de la chaise, juste à côté de moi. Élise se fait du souci. Moi aussi. Votre santé nous inquiète. Vous devenez... Il a contourné la fin de sa phrase. Mais je l'ai entendue malgré tout, confuse. Fragile, manipulable. Je vais vous préparer vos médicaments pour ce soir, a-t-il ajouté. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mes doigts étaient donc crispés sur ma tasse, mais ma voix est restée stable. Non, ça c'est moi qui le ferai. Il a légèrement haussé un sourcil. L'espace d'une seconde, j'ai vu quelque chose passer dans son regard. Pas de la colère, quelque chose de plus froid, plus précis. Une irritation contenue, comme un joueur d'échecs qui voit que son pion ne se trouve plus où il l'avait placé. Madeleine, vous avez oublié plusieurs fois ces derniers jours, Élise l'a remarqué. J'ai mes raisons, ai-je dit doucement. Ce doucement l'a troublé davantage que n'importe quel éclat. Il a inspiré profondément, ajusté sa veste comme pour reprendre l'avantage. Je veux juste vous aider. J'ai gardé mes mains bien serrées sur la tasse pour ne pas montrer qu'elle tremblait légèrement. C'est gentil, mais je m'en charge. Un éclat glacé a traversé ses yeux. Oui, il l'avait compris, je ne glissais plus. Il s'est redressé et a regardé autour de la pièce d'un air lent, presque analytique. Puis il a demandé, trop calmement, « Vous êtes sorti hier? Vous aviez l'air lucide. » Lucide, ce mot-là m'a traversé comme une lame tiède. Alors c'était cela, sa peur, pas ma faiblesse, ma lucidité. Je suis sortie, oui, ai-je dit. Je vois encore clair. Il n'a pas aimé cette phrase, je l'ai su immédiatement. Il s'est avancé vers le buffet, l'a ouvert d'un geste sec. « Vous avez déplacé vos boîtes? Pourquoi ?» C'était un test, j'ai répondu sans ciller. « Parce que c'est chez moi et que je les range où je veux. » Il a refermé d'une main trop dure, puis s'est tourné vers moi. « Je reviendrai ce soir, avec Élise. On parlera de tout ça. » J'ai hoché la tête. Pas pour accepter, pour signifier que j'avais entendu. Quand il a franchi la porte, j'ai attendu quelques secondes avant de m'asseoir. Mes jambes tremblaient légèrement. Pas de peur, de tension, de lucidité justement.
Dans mon cahier, j'ai écrit immédiatement: il est venu sans prévenir. Il surveille mes boîtes. Il teste mes réponses. Il s'inquiète de ma lucidité. Puis, j'ai ajouté une phrase très simple, la main étonnamment ferme: ce soir, il tentera quelque chose. Et pour la première fois, je me suis dit non pas: je dois tenir, mais je suis prête. Ce soir-là, j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude à ranger la table, non pas parce que j'étais lente, mais parce que chaque geste me semblait chargé d'un sens nouveau. J'écoutais le moindre bruit, le moindre craquement de la maison. La nuit s'installait doucement derrière les vitres, et avec elle un pressentiment qui n'avait rien d'un caprice. Je savais qu'il viendrait, pas pour prendre de mes nouvelles, pas pour m'aider, pour vérifier, pour évaluer où en était ma tête, et surtout pour reprendre le contrôle. Vers 19 heures, on a frappé, une fois, puis deux. J'ai fermé les yeux un instant avant d'aller ouvrir. Jeanne avait raison. Il y a des soirs où il faut respirer avant de faire face. Quand j'ai ouvert la porte, Élise était là, crispée, un manteau trop léger sur les épaules. Elle m'a embrassée, mais sa joue était froide, tendue. Thomas est entré juste derrière, sans même attendre que je l'y invite, comme s'il franchissait une frontière qui n'existait déjà plus pour lui. On voulait passer te voir, a dit Élise, un sourire forcé aux lèvres. Oui, on s'inquiète beaucoup, a ajouté Thomas. Je me suis écartée, les laissant entrer dans le salon. J'ai remarqué tout de suite que Thomas tenait un petit sac, rien de distinctif, mais assez lourd pour ne pas être anodin. Qu'est-ce que tu as là ai-je demandé. Rien d'important, a-t-il répondu trop vite. Je ne l'ai pas pressé. La vérité finit toujours par montrer le bout de son nez lorsque quelqu'un veut trop la cacher. Ils se sont installés. Élise parlait avec ce ton rapide qu'elle prend quand quelque chose la dérange sans qu'elle puisse l'admettre. Thomas, lui, observait. Il n'avait pas la parole facile ce soir-là. Il semblait calculer. Mes gestes, mes phrases, même ma respiration. Je suis restée calme. Calme comme une femme qui sait que la tempête arrive, mais qui refuse d'être prise au dépourvu. Maman, tu es sûre que ça va demanda Élise finalement. Oui, très sûre. Elle a baissé les yeux. Elle voulait me croire, mais la graine du doute, soigneusement plantée par son mari, avait déjà germé. Puis Thomas a posé son sac sur la table. On doit faire le point sur tes médicaments. J'ai senti un frisson parcourir ma nuque, mais je n'ai rien laissé paraître. Ce n'est pas nécessaire, ai-je dit avec douceur. Si, Madeleine. Oh, son ton avait changé, légèrement. On en a déjà parlé, tu oublies. Tu confonds, tu t'agites. Il dit cela avec un calme presque parfait, un calme de prédateur. Élise a acquiescé comme si elle répétait un geste appris. C'est juste pour t'aider, maman. Je me suis levée sans attendre. Je suis allée au buffet et j'ai sorti mes boîtes une par une. Je les ai posées sur la table, bien droites, bien alignées, comme je le faisais quand je formais les jeunes infirmières. Regardez, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Thomas s'est avancé. Il a ouvert chaque boîte, examinant les cases comme s'il cherchait une preuve de désordre. Mais il n'y avait rien. Tout était propre, en ordre, logique. Il n'aimait pas ça. Je l'ai vu à la tension de son cou. Et ça demanda-t-il soudain. Il avait pris dans son sac une petite boîte blanche, sans étiquette visible. Il la posa devant moi. Élise fronça les sourcils. Ce n'est pas ton traitement habituel, maman. Thomas répondit avant même que je n'ouvre la bouche. C'est un complément pour l'aider à mieux dormir. Elle en a besoin. Je me suis assise. J'ai pris la boîte du bout des doigts. Elle n'était pas vide. On entendait les comprimés bouger à l'intérieur. Tu veux que je prenne ça ai-je demandé. Thomas a souri, un sourire poli mais sans chaleur. Oui, ce soir. Je te le donnerai moi-même. Je n'ai pas bougé, mais la colère, la vraie, la profonde, celle qui vient du ventre, s'est levée en moi comme une vague lente. Élise, elle, semblait mal à l'aise. Elle ne comprenait pas complètement, mais quelque chose dans la situation l'a heurtée. Thomas, pourquoi tu veux le donner toi-même demanda-t-elle. Sa voix tremblait légèrement. Il haussa les épaules. Pour être sûr qu'elle ne l'oublie pas. C'était dit comme une évidence, comme une justification suffisante. Je me suis penchée vers lui, lentement, très lentement, comme une vieille femme qui n'a plus peur d'être mal interprétée. Tu vas me forcer il a blêmi. Élise m'a regardée, bouche ouverte. Mais maman, il ne veut pas te forcer. Elle se tourna vers lui. Hein, Thomas il ne répondit pas tout de suite, juste une seconde trop longue. Une seconde de trop qui dévoile un homme. Alors, quelqu'un frappa à la porte d'entrée. Un coup sec, puis un autre.
Jeanne. Je l'ai su avant même de me lever. Il n'y avait qu'elle pour venir à cette heure-là sans prévenir. Madeleine, tout va bien? J'ai entendu des voix. Thomas eut une crispation, infime, mais réelle. Jeanne entra sans attendre que je l'y invite. Elle regarda Élise, puis Thomas, puis moi. Je dérange peut-être? Pas du tout, ai-je dit. Elle s'est installée près de moi, comme si elle connaissait déjà son rôle. Thomas rangea brusquement la boîte blanche dans son sac. On part, dit-il à Élise. Elle hésita, les yeux allant de moi à Jeanne. Maman, tu es sûre que tout va bien, ai-je murmuré. Thomas ouvrit la porte, presque trop vite, et sortit sans se retourner. Élise me lança un regard troublé, puis elle suivit son mari. Quand la porte se referma, Jeanne posa sa main sur mon bras. Madeleine, qu'est-ce qu'il t'a donné? J'ai inspiré lentement. Pas encore, mais il allait le faire. Elle a serré ma main, elle ne posait pas de questions inutiles. Elle comprenait le genre de choses que les femmes âgées reconnaissent instinctivement. Je suis restée silencieuse un long moment, puis j'ai dit, presque pour moi-même, c'est fini, Jeanne, je ne peux plus faire semblant. Et elle a hoché la tête. Lentement, comme une femme qui sait que la guerre a déjà commencé, même si personne n'a encore prononcé le mot. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une résolution nette, solide, presque froide. Jeanne avait vu assez pour comprendre, Thomas avait montré assez pour ne plus pouvoir se cacher. Et moi, j'avais assez attendu. Je n'étais plus en train de me défendre, j'étais en train d'agir. Après mon café, j'ai cherché dans mon tiroir le petit carnet où je gardais les numéros importants, celui que je n'utilisais presque jamais, sauf pour les choses qui comptent vraiment. Je me suis arrêtée sur un nom que Jeanne m'avait soufflé il y a quelques mois, lors d'une conversation qui n'avait alors rien d'inquiétant. Maître Perrault. Un avocat discret, réputé pour sa patience et sa manière de parler aux vieux sans les infantiliser. J'ai composé le numéro avec une lenteur volontaire. Une femme a répondu, la voix claire. Cabinet Perrault, bonjour. Je me suis présentée. Elle n'a rien demandé de plus, sauf c'est urgent, madame. J'ai hésité, pas longtemps. Oui. Elle m'a proposé un rendez-vous à 15 heures. Je n'ai posé aucune question. Je savais que c'était maintenant qu'il fallait avancer, pas demain. Le reste de la matinée, j'ai rassemblé mes preuves, les photos, les comprimés, les notes dans mon cahier. J'ai relu chaque ligne, chaque date. En les parcourant, je me suis rendu compte que je n'exagérais rien. Au contraire, j'avais sous-estimé. Thomas n'essayait pas de m'aider, ni même de me contrôler vaguement. Il voulait me faire glisser doucement vers une version de moi qui lui conviendrait. Un être docile, ralenti, effacé. À 15 heures précises, j'étais assise dans le bureau de maître Perrault. Il n'était pas comme les autres avocats que j'avais connus. Il avait une douceur dans les gestes, une manière de pencher légèrement la tête pour mieux écouter. Il m'a laissé parler longtemps, sans m'interrompre, sans m'infantiliser. Mes mots sortaient sans heurts, pas d'émotion excessive, juste la vérité. Il a examiné les boîtes, les photos. Il a demandé l'origine de chaque comprimé, la fréquence, les circonstances. Il notait tout, minutieusement. Puis, il a tourné quelques pages de son bloc, s'est arrêté et a levé les yeux vers moi. Madame Lambert, ce que vous décrivez n'est pas anodin. Son ton s'était fait plus sérieux. Ce n'est pas un simple excès de zèle, c'est une prise de contrôle. Et l'administration d'un produit non prescrit est très grave. Je suis restée immobile, les mains sur mes genoux. Il a continué. Vous avez fait ce qu'il fallait en rassemblant vos notes, c'est extrêmement précieux. Et vous êtes encore parfaitement lucide, ce qui joue en votre faveur. Aujourd'hui, vous avez deux priorités. Vous protéger et créer une trace officielle. Il a sorti une feuille, il me l'a tendue. Je vais rédiger une mise sous protection volontaire limitée, une procédure qui confirme que vous êtes apte, que vous prenez vos décisions, que vous n'êtes sous l'influence de personne. C'est un acte très puissant juridiquement. Je l'écoutais, je sentais mes épaules se relâcher, presque imperceptiblement. Ensuite, a-t-il ajouté, je déposerai un signalement auprès du médecin traitant, pas une plainte complète. Pas encore, un constat. Cela suffira pour empêcher toute tentative d'imposer un traitement extérieur sans votre accord. Tout était dit calmement, proprement, sans drame. C'était presque trop simple. Mais parfois, la simplicité est une arme. Je lui ai demandé « Et si Thomas continue ?» Il a croisé les doigts, lentement. Alors nous passerons au stade supérieur. Et croyez-moi, il n'aura aucune idée de ce qui l'attend. Je n'ai pas souri, mais j'ai senti en moi une chaleur étrange.
discrète, comme si une part de moi que j'avais crue éteinte revenait doucement. Avant de partir, il m'a accompagnée jusqu'à la porte. Vous n'êtes pas seule, madame, et surtout, vous êtes très loin d'être faible. En sortant du cabinet, j'ai marché lentement, mais avec assurance. Le froid me cinglait les joues, mais je n'avais plus peur. Je savais que la prochaine fois que Thomas essaierait de m'imposer un comprimé, un mot, une version de moi adaptée à ses ambitions, il ne s'adresserait plus à une vieille femme sans défense. Il s'adresserait à quelqu'un qui avait un avocat. Et à mon âge, c'est une force bien plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer. Le soir même, en rentrant du cabinet de maître Perrault, j'ai posé mon sac près de l'entrée et je suis restée un long moment immobile, la main encore sur la poignée de la porte. La maison semblait différente, comme si quelque chose s'était déplacé en silence. Peut-être était-ce moi, peut-être était-ce la conscience nouvelle que je n'étais plus sans défense, plus isolée que je ne l'avais cru. Je me suis installée dans le salon, sans allumer de lumière. J'écoutais le bruit régulier de l'horloge, ce cœur mécanique qui battait toujours un peu plus fort les jours importants. Et ce jour-là en était un. Je savais que Thomas finirait par revenir. Peut-être pas ce soir, peut-être demain, mais il viendrait, et il serait différent, plus tendu, plus scrutateur. Les hommes qui sentent qu'un terrain leur échappe n'avancent jamais à reculons. Ils reviennent en serrant davantage les dents. À 19 heures, mon téléphone a vibré. Un message d'Élise. On passe demain. Thomas veut vérifier 2 choses avec toi. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Le genre de mot qui n'apaise rien. Je n'ai pas répondu, pas tout de suite. J'ai relu le message plusieurs fois. Puis j'ai simplement écrit très bien, je n'avais plus besoin de me justifier, ni d'expliquer. Je savais où j'allais. Le lendemain matin, j'ai ressenti cette nervosité particulière qui précède un conflit inévitable. Pas une peur, une vigilance. Je faisais chauffer mon eau pour le thé lorsque j'ai entendu frapper. Pas de sonnette, pas d'appel avant. 3 coups secs, je me suis essuyé les mains et je suis allée ouvrir. Thomas, seul. Il ne portait pas son sourire habituel. Ses traits étaient tendus, ses yeux plus froids. Il n'attendit pas que je l'invite. Il entra. Je me suis écartée, mais très légèrement, juste assez pour ne pas être bousculée, pas assez pour lui céder la place. Élise te rejoindra plus tard, dit-il en retirant ses gants. J'ai acquiescé sans un mot. Il a jeté un bref regard autour de la pièce, comme s'il cherchait quelque chose qui ne devait pas être là. Puis, d'un geste rapide, il a ouvert mon buffet, encore une fois. Je n'ai pas bougé, mais intérieurement, j'ai noté cette manie presque maladive qu'il avait d'entrer dans mon espace comme si tout lui appartenait. Tu as bougé tes médicaments, dit-il. Pas une question, un reproche. Je les range comme je veux, ai-je répondu. Il a refermé la porte du meuble d'un coup sec, puis il s'est tourné vers moi. Tu n'es pas stable ces temps-ci. Élise est très inquiète. Je l'ai regardé, calmement. Je suis très stable. Il a fait un pas dans ma direction. Tu oublies des choses. Tu manques tes rendez-vous. Tu te méfies de nous sans raison. Tu refuses l'aide. Ce n'est pas normal. Sa voix se voulait douce, mais quelque chose vibrait en dessous. Une impatience, une irritation mal contrôlée. J'ai vu un notaire, ai-je dit doucement. Ses paupières ont tressailli. Pas grand-chose, mais assez. Il s'est figé. Pourquoi? Pour mettre de l'ordre. Un long silence s'est installé. Il n'était plus maître de la situation et il le sentait. Il détestait ça. Je pouvais presque le voir respirer plus vite, comme s'il cherchait une issue qu'il ne trouvait plus. Il a repris. Tu aurais dû nous en parler. On aurait pu t'aider. Tu ne peux pas prendre ce genre de décision seul. J'ai levé les yeux vers lui. Je peux et je dois. Ses doigts ont crispé la couture de sa veste. L'espace d'une seconde, j'ai cru qu'il allait hausser le ton, mais il s'est retenu. Il s'est approché encore, trop près, je pouvais sentir son souffle. Madeleine, il faut qu'on parle sérieusement. Tu n'es pas en état de gérer ton traitement. Tu oublies des doses, tu confonds les boîtes, tu deviens imprévisible. Élise souffre de te voir comme ça. Je ne me suis pas reculée. Ce n'est pas moi qui suis imprévisible. Il a cligné des yeux, une seule fois. Et dans ce clignement-là, j'ai vu tout ce qu'il tentait de dissimuler. J'ai posé ma phrase, lentement comme on pose une pièce sur un échiquier. J'ai consulté un avocat. Cette fois, il n'a pas réussi à cacher sa réaction. Son visage s'est fermé. Ses lèvres ont perdu leur couleur. Un avocat? Pourquoi? Il tentait la neutralité, mais sa voix déraillait légèrement. Pour ma protection.
Il s'est éloigné soudainement, faisant les 100 pas dans mon salon. Il se frottait la nuque, comme un homme qui vient d'entendre quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Tu exagères, souffla-t-il. Tu te fais des idées, tu deviens paranoïaque. Je l'ai laissé dire. Je savais ce qui venait après. La tentative de reprendre le dessus, le ton mielleux, la main sur mon bras, le mensonge de trop. Il s'est arrêté devant moi. Madeleine, nous essayons juste de prendre soin de toi. Tu dois nous faire confiance. Sa voix s'était adoucie. Je l'ai regardé et j'ai murmuré. Et toi, Thomas? Tu dois comprendre que c'est fini. Je ne serai plus ta cible facile. Il a reculé d'un pas, comme si je venais de le gifler sans lever la main. À ce moment-là, Élise est arrivée. Elle nous a trouvés face à face, le silence tendu comme une corde prête à rompre. Qu'est-ce qui se passe demanda-t-elle, la voix tremblante. Thomas se tourna vers elle, déjà prêt à tordre la situation dans son sens, mais cette fois, ce n'est pas lui qui parlerait en premier. Élise est restée quelques secondes immobile sur le seuil, comme si elle avait ouvert la porte d'une pièce où l'air était plus dense que d'habitude. Ses yeux allaient de Thomas à moi, cherchant des repères, cherchant qui devait parler en premier. Je sentais déjà la version que Thomas allait fabriquer, celle où il serait le mari inquiet, dévoué, presque héroïque. Alors j'ai pris la parole avant que l'histoire ne lui appartienne. Élise, j'ai consulté un avocat. Elle a pâli. Pas de colère, pas encore. Plutôt une stupeur enfantine, celle d'une fille qui découvre une réalité qu'elle ne veut pas affronter. Un avocat? Maman, pourquoi faire? Thomas se tourna vers elle, prêt à reprendre le contrôle. Ta mère est confuse, Élise. Elle se met des idées en tête. Elle... Non. Ma voix était douce, mais elle a coupé net la phrase. Je ne l'avais pas prévu, mais c'est sorti naturellement. Élise m'a regardée différemment alors, pas comme une vieille femme qui exagère, comme quelqu'un qui, pour la première fois depuis longtemps, parle avec un calme qui oblige à écouter. Je me suis tournée vers elle. Je suis allée voir Maître Perrault. Je lui ai montré mes notes. Les médicaments que je n'ai pas reconnus, les effets que j'ai ressentis, les oublis qui ne viennent pas de moi. Élise ouvrit légèrement la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Thomas, lui, s'était figé. Tout son corps disait qu'il évaluait les dégâts. Des médicaments? Souffla Élise. Oui, ceux qu'il voulait me donner sans ordonnance, ceux qu'il a amenés ici. Thomas s'emporta immédiatement. C'est faux, je voulais juste l'aider à dormir, et elle refuse tout. C'est impossible de gérer une personne qui... Il s'arrêta trop tard. Le mot gérer flottait dans l'air. Élise le regarda et je vis dans ses yeux une petite fissure. Une toute petite fissure, mais elle était là. Je repris, lentement. Tu veux me gérer, Thomas? Voilà le problème. Je ne suis pas une tâche, je ne suis pas un dossier, je ne suis pas quelqu'un dont tu décides le rythme. Il tenta de sourire, mais c'était trop tard. Son masque avait glissé, même légèrement. Élise s'assit comme si ses jambes l'avaient lâché. Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je la regardai, longtemps, parce que je savais que tu ne m'aurais pas cru, pas avant de voir. Elle a baissé les yeux. Ses doigts jouaient nerveusement avec la fermeture éclair de sa veste. Cette agitation m'a rappelé la petite fille qu'elle avait été, celle qui mordillait sa manche quand elle entendait une vérité qu'elle n'aimait pas. Thomas se mit à tourner dans la pièce comme un lion dans une cage trop petite. On ne va pas commencer à tout dramatiser. Ce n'est pas ce que tu crois, Élise. Ta mère a mal compris. Elle a des absences. Regarde-la. Je suis restée entièrement immobile. Pas un geste, la stabilité parfois est plus subversive que n'importe quelle révolte. Élise leva enfin les yeux vers moi. Maman, est-ce que c'est vrai? Tu as eu des effets? Oui, ni plainte, ni colère, juste un fait. Elle avala sa salive. Et les comprimés, tu les as encore? Oui, je les ai gardés. Cette simple phrase a changé quelque chose. Une vérité matérielle, physique, pas une impression. Pas une sensation d'angoisse de vieille femme, un objet, une preuve. Thomas sentit le terrain se dérober sous ses pieds. Tu vas écouter n'importe quoi maintenant? Elle invente! Elle se monte la tête. Jeanne entra à ce moment-là. Le hasard a parfois une précision redoutable. Elle avait entendu des voix en passant et s'était permis de frapper avant d'ouvrir. Elle regarda Thomas, puis Élise, puis moi. Ça va, Madeleine? Sa présence avait le poids d'un témoin involontaire, un témoin qu'on ne peut pas effacer. Élise se leva d'un bond. « Jeanne, tu as vu quelque chose, entendu quelque chose ?» Jeanne me regarda, je lui ai donné un petit signe de tête.
Elle comprenait ce langage-là. Alors elle dit simplement: «Oui, j'ai entendu votre mari forcer un peu les choses l'autre soir. Il insistait beaucoup, trop.» Thomas devint livide. Élise porta sa main à sa bouche. «Thomas, pourquoi elle dit ça? Pourquoi maman a un avocat? Pourquoi il y a des médicaments qu'elle ne connaît pas? Qu'est-ce qui se passe?» Il tenta de répondre, mais je vis quelque chose changer dans son regard. Pas de regret, pas de peur, une pure contrariété. Comme s'il réalisait enfin que deux femmes âgées venaient d'abattre, sans hausser la voix, toute la façade qu'il avait construite. Je me levai lentement. «Élise, j'ai besoin que tu me croies, même si c'est difficile.» Elle se tourna vers moi, les yeux brillants. «Je... je ne sais plus quoi penser, maman. Je ne veux pas croire que Thomas...» Je m'approchai d'elle, je posai ma main sur la sienne. «Alors crois-moi, pas pour accuser, pour me protéger.» Cette phrase-là la brisa, ou l'ouvrit, je ne saurais pas dire. Elle hocha lentement la tête, très lentement. Thomas, lui, ne disait plus rien. Il observait. Et je vis dans son silence une chose très claire. Il comprenait que le terrain venait de basculer, pour de bon. Quand Élise est partie dans la cuisine pour reprendre son souffle, comme elle l'a dit, la pièce est restée étrangement silencieuse. Jeanne s'était assise près de la fenêtre, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. Elle ne disait rien, mais sa présence me soutenait comme une main posée dans mon dos. C'est souvent ainsi entre femmes âgées, pas besoin de mots pour se comprendre. Thomas, lui, restait debout, au milieu du salon, immobile, les épaules légèrement contractées. Il avait perdu son assurance, pas toute, mais cette petite couche de fausse douceur qui lui servait de vernis. Il regardait la porte de la cuisine, comme s'il espérait qu'Élise reviendrait calmée, prête à reprendre sa place à ses côtés. Il ne comprenait pas encore que quelque chose avait définitivement changé. Je me suis levée, lentement. Mes jambes tremblaient un peu, mais ce n'était pas la peur, c'était une fatigue nerveuse, celle qu'on ressent quand on tient debout trop longtemps contre quelque chose de plus lourd que soi. «Thomas», ai-je dit calmement, «tu voulais que je prenne un médicament que je ne connaissais pas. Tu l'as apporté toi-même. Tu m'as dit que j'en avais besoin. Pourquoi?» Il inspira brusquement, comme un homme qui se sent acculé. «Parce que tu étais agitée, Madeleine. Tu oubliais des choses. Tu n'étais plus toi-même. Je voulais juste stabiliser les choses.» «Stabiliser qui?» Jeanne releva légèrement la tête. La question n'avait rien de violent, mais elle portait loin. Il évita mon regard. Ce simple geste fut la première réponse honnête qu'il m'ait donnée depuis longtemps. Élise revint alors dans le salon. Son visage était effacé, les yeux rougis. Elle s'assit en face de nous. Elle regarda Thomas, puis moi. «Maman, je veux voir les comprimés, ceux que tu as gardés.» Je hochai la tête et allai chercher la petite boîte en métal dans ma commode. Je la posai sur la table sans théâtralité. Élise l'ouvrit, elle prit un des comprimés entre ses doigts. Je vis son visage changer. Elle regarda Thomas. «Ce n'est pas un somnifère classique», dit-elle. Sa voix était étonnamment posée. Thomas tenta de reprendre le contrôle. «Écoute, Élise, tu n'es pas médecin, tu ne peux pas savoir.» «Non, mais je sais lire une boîte, et je sais reconnaître quand il n'y a pas d'étiquette.» Ce fut le premier moment où je vis la peur, la vraie, traverser le regard de Thomas. Pas une grande peur, une fissure, mais une fissure suffit. Jeanne s'avança un peu. «J'ai entendu comment tu insistais l'autre soir, Thomas. C'était lourd, trop lourd. Une femme de ton âge ne devrait pas parler à une femme de l'âge de Madeleine comme ça.» Il se retourna vers elle, prêt à répondre, mais Élise se leva d'un bond. «Arrête, Thomas, juste, arrête.» Elle respirait vite, les mains crispées. «Tu ne m'as rien dit, tu ne m'as pas parlé de ces comprimés. Tu as décidé seule, tu as cru que je ne verrais rien. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça à ma mère?» Thomas ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Sa colère n'avait plus d'endroit où se loger. L'air autour de lui semblait trop étroit, alors il fit ce que font les hommes quand ils sentent le sol glisser, il se durcit. «Très bien», dit-il froidement. «Si vous voulez tout remettre en cause, faites-le. Mais ne venez pas pleurer quand elle fera encore n'importe quoi, je voulais juste aider, c'est tout.» Élise le fixa, longtemps. «Ou la contrôler», répondit-elle doucement. Ce fut la phrase qui fit éclater la vérité. Pas avec du bruit, pas avec des cris, avec calme. Jeanne posa sa main sur mon bras. «Madeleine, tu devrais peut-être te reposer», murmura-t-elle. Je n'ai pas quitté Thomas du regard. «Non, je suis très éveillée.» Il détourna enfin les yeux, et j'ai su à cet instant précis qu'il venait de perdre beaucoup plus qu'une scène de salon. Il venait de perdre la main.
Les 2 jours qui suivirent se déroulèrent dans une sorte de silence suspendu. Élise ne m'appela pas, Thomas non plus. Jeanne passait me voir, chaque matin, sous prétexte de m'apporter un journal ou 2 pommes qu'elle avait mises de côté. Elle ne posait pas de questions, mais son regard suffisait. Elle voulait s'assurer que j'étais toujours lucide, toujours debout. Je l'étais, et peut-être encore plus qu'avant. Le dossier que j'avais constitué avec maître Perrault m'attendait sur la table du salon. Je le relisais parfois, sans émotion excessive. Pas par obsession, non, par clarté. Chaque note, chaque date, chaque photo était devenue une brique dans un mur invisible que je construisais autour de moi, un mur de protection, pas d'isolement. Le troisième matin, le téléphone sonna. Numéro inconnu, je décrochai. Madame Lambert? La voix était calme, professionnelle. Ici, maître Perrault, nous avons terminé les documents. Je souhaiterais que vous passiez aujourd'hui. Et il y a quelque chose d'important. Je me suis habillée plus lentement que d'habitude, non par fragilité, mais par respect pour ce moment. Je savais que ce rendez-vous n'était pas un détail administratif. C'était un tournant. L'air dehors était froid, presque piquant. Je marchais lentement, mais chaque pas semblait décidé. Quand j'ai poussé la porte du cabinet, la secrétaire m'a adressé un sourire qui n'était pas de politesse. Un sourire qui disait qu'elle savait, au moins un peu. Maître Perrault m'attendait dans son bureau. Il se leva, me serra la main, puis me fit signe de m'asseoir. J'ai tout finalisé. Votre mise sous protection volontaire, la déclaration de lucidité, et j'ai transmis les documents au médecin. Il marqua une courte pause. Il vous soutient entièrement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je sentais mon cœur battre lentement, calmement, comme si l'émotion avait décidé de ne pas m'envahir. Et il y a autre chose, reprit-il. Il sortit une feuille pliée en deux. Les résultats de l'analyse du comprimé que vous avez apporté. Je suis restée immobile. Très immobile. Ce n'est pas un simple somnifère, Madame Lambert. C'est un anxiolytique puissant, non prescrit sur votre dossier médical, et dont l'usage non encadré peut altérer temporairement la vigilance. Il me regarda droit dans les yeux. En clair, on a tenté de vous donner quelque chose qui ne vous appartenait pas, sans votre accord. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé, mais j'ai senti une vieille part de moi, une part fatiguée, trop longtemps, silencieuse, se redresser légèrement. Que devons-nous faire? Ai-je demandé. Il posa les mains l'une sur l'autre. Nous allons déposer une plainte, pas agressive, pas publique, une plainte précise, documentée, accompagnée d'un signalement pour tentative d'administration de substances sans consentement. Les mots semblaient lourds, mais pas démesurés. Ils étaient justes. Et enfin, ajouta-t-il, je vais demander une mesure d'éloignement temporaire. Tant que l'enquête n'est pas close, vous êtes en danger potentiel, Madame Lambert. Il faut empêcher toute pression. J'ai inspiré lentement. Vous pensez que c'est vraiment nécessaire? Il m'a observé avec une douceur que je n'oublierai jamais. Je pense que vous êtes courageuse et que ce courage mérite d'être protégé. Quand je suis sortie du cabinet, la lumière d'hiver avait changé, plus froide, plus nette, comme si le monde entier avait pris la même résolution que moi, ne plus se laisser brouiller. Sur le chemin du retour, mon téléphone vibra. Un message d'Élise. Maman, il faut qu'on parle, c'est urgent. J'ai souri doucement, pas par ironie, par lucidité. Elle ne savait pas encore que cette fois, la conversation se ferait sur un terrain que Thomas ne contrôlait plus. Et pour la première fois depuis des semaines, je me sentais en sécurité, non pas parce que le danger avait disparu, mais parce que j'avais enfin un nom, une trace, un cadre, une justice en marche. Élise est arrivée en fin d'après-midi. Elle avait les yeux rouges, le visage tendu, et cette façon de tenir son sac contre elle comme une barrière invisible. Elle n'a pas sonné longtemps. 2 petits coups discrets, presque honteux. Je savais déjà que ce n'était pas Thomas qui l'avait poussée à venir. Elle était seule, et ça changeait tout. Je lui ai ouvert. Elle est entrée d'un pas hésitant, comme si la maison elle-même était devenue un territoire qu'elle ne reconnaissait plus. Maman, sa voix s'est brisée dès la première syllabe. Je lui ai montré le salon. Elle s'est assise, mais ses mains ne restaient pas en place. Elle se frottait, se tordait, cherchait quelque chose à saisir. Moi, je ne bougeais presque pas. L'âge m'a appris que le calme attire les vérités comme un aimant. J'ai parlé avec Thomas, dit-elle enfin. J'ai attendu. Elle devait aller au bout de sa phrase elle-même. Je lui ai demandé s'il t'avait donné des médicaments sans te le dire, plusieurs fois. Il a nié, puis il s'est énervé. Enfin,
Il m'a dit que je dramatisais. Elle avala difficilement sa salive. Il a dit que tu étais instable. Je n'ai pas détourné les yeux. Et toi, tu le crois? Elle secoua la tête. Je ne sais plus, je croyais comprendre ce qui se passe chez toi. Je pensais que tu exagérais. Mais maintenant, elle inspira troublée. Ce que Jeanne m'a dit, ce que tu as montré, et ce que le notaire m'a confirmé quand j'ai appelé son secrétariat. Maman, je ne peux plus ignorer. Elle se pencha davantage, les coudes sur les genoux. Pourquoi je n'ai rien vu? Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? J'ai posé ma main sur la sienne. Elle était froide, presque tremblante, parce que je savais que Thomas parlait plus fort que moi, et que tu l'écoutais davantage. Pas par méchanceté, par fatigue, peut-être, par amour, par habitude. J'ai marqué une pause, et parce que je ne voulais pas te perdre. Son visage se décomposa. Mais tu aurais dû me dire, maman, je suis ta fille. On ne dit pas toujours les choses quand on a peur de ne pas être cru, ai-je murmuré. Et je n'avais pas les preuves, maintenant oui. Elle redressa la tête brusquement. L'avocat, il a fait quoi exactement? Je lui expliquai. La mise sous protection volontaire, la déclaration de lucidité, l'analyse du comprimé, la plainte, le signalement. Les mots l'ont frappée comme des petits coups contre une porte qu'elle avait laissée entr'ouverte trop longtemps. Donc, il t'a vraiment donné quelque chose d'interdit? Sa voix était presque inaudible. Oui. Elle ferma les yeux, une seconde trop longue. Quand elle les rouvrit, je vis quelque chose de nouveau. Pas de la rage, pas encore, mais un début de clairvoyance. Une fissure dans l'image du mari irréprochable. Thomas dit que tu veux le détruire, chuchota-t-elle. Non, je veux me protéger. Et ça lui suffit pour se sentir menacée. Un silence lourd s'installa. Jeanne, qui avait insisté pour rester dans la cuisine au cas où, nous écoutait sûrement. Une présence solide, discrète, sans jugement. Élise se leva soudain. Maman, je voudrais voir les documents, l'analyse, tout. Je lui ai donné le dossier. Elle a lu debout, page après page. À mesure que ses yeux parcoururent les lignes, son visage se transformait, lentement, sans bruit, comme si un rideau tombait enfin. Quand elle eut fini, elle s'assit à côté de moi, très près, comme lorsqu'elle était enfant. Je suis désolée, murmura-t-elle. Pourquoi? Elle respira profondément. De ne pas t'avoir vu, de ne pas t'avoir cru, de t'avoir laissé seule face à lui. J'ai serré sa main. Tu me vois maintenant, c'est ce qui compte. Elle hocha la tête. Puis elle ajouta d'une voix plus ferme. Je vais parler à Thomas, et s'il continue, s'il te touche encore, s'il insiste encore, alors je partirai. Je savais que ces mots lui coûtaient. Ils n'étaient pas prononcés à la légère, mais ils étaient vrais. Je me suis reculée pour mieux la regarder. Elle pleurait en silence, mais ses épaules restaient droites, et je me suis dit avec un calme profond, le contrôle de Thomas se fissure, non pas parce que je me bats, mais parce que la vérité enfin s'impose. Les jours qui suivirent furent à la fois lourds et étonnamment simples. Je ne cherchais plus à comprendre Thomas. Je n'attendais plus ses gestes, ni ses mensonges, ni ses tentatives de contrôle. Tout ce qui devait être vu avait été vu. Tout ce qui devait être dit avait été dit. Et, pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer sans craindre qu'un comprimé glissé au mauvais moment n'efface mon lendemain. Élise venait régulièrement, parfois silencieuse, parfois nerveuse, parfois presque douce comme autrefois. Je savais que ce qu'elle traversait était lourd. On ne choisit jamais vraiment le moment où l'on découvre que la personne à qui l'on faisait confiance a, pendant des mois, étouffé une autre vérité derrière elle. Elle marchait dans la maison comme si elle redécouvrait les pièces, comme si chaque lampe, chaque coussin, chaque boîte de médicaments était un témoin muet de ce que j'avais vécu. Elle ne défendait plus Thomas. Elle n'attaquait pas non plus. Elle écoutait. Un soir, elle m'a dit: il nie encore. Il dit que tu inventes, que tu fais ça pour nous diviser. Elle baissa les yeux. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas vrai. Je lui ai simplement répondu: tu n'as pas besoin de choisir entre lui et moi, tu dois choisir entre la vérité et le silence. Elle m'a regardé longtemps. Je voyais dans ses yeux une femme qui se tenait enfin droite, même si son cœur tremblait encore. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de maître Perrault. Sa voix était posée, presque sereine. Le juge a validé votre demande d'éloignement. Votre gendre n'a plus le droit de s'approcher de vous ni d'intervenir dans vos décisions médicales. L'enquête suit son cours. Je n'ai pas pleuré.
Je n'ai pas souri non plus. J'ai simplement senti quelque chose se redresser à l'intérieur de moi, une colonne vieille, fragile, mais intacte, ma dignité. Je ne voulais pas qu'il souffre, je ne voulais pas qu'il paye, je voulais seulement que ma vie m'appartienne encore. Et c'était fait. Une semaine après l'ordonnance, Élise revint, seule, sans son sac de cuir, sans son manteau pressé, sans sa voix trop rapide. Elle entra dans ma maison comme quelqu'un qui demande la permission, non parce qu'elle se sent étrangère, mais parce qu'elle veut respecter. Maman, je suis partie de chez Thomas. Sa phrase était simple, nue, sans drame,